Imaginez une maison avec une pelouse parfaitement entretenue. L'herbe est d'un vert impeccable, taillée à la perfection, sans une seule mauvaise herbe en vue. C'est le genre de pelouse qui remporte des prix de quartier. Une image parfaite d'ordre et de contrôle. Mais que se passerait-il si vous appreniez que cette surface immaculée pousse au-dessus d'une fosse septique qui fuit? L'apparence parfaite ne fait pas que cacher un problème. Elle est le résultat direct des déchets toxiques qui la nourrissent pas par en dessous. Ce qui la rend si luxuriante est aussi son secret le plus dangereux. C'est précisément l'image que le psychiatre pionnier Carl Jung avait de la personne la plus dangereuse. Il pensait que la plus grande menace pour notre bien-être ne se trouve pas dans les colères explosives ou l'hostilité manifeste. Elle ne s'annonce pas par un rugissement, mais par un murmure. Elle se présente sous le masque discret de la raison, du calme et même de la générosité. Ce danger est si subtil précisément parce qu'il semble être l'opposé du danger. C'est la personne qui semble n'avoir aucun défaut, celle qui est calme, maîtrisée et charmante dans toutes les situations. Elle vous laisse avec un sentiment étrange et indéfinissable de malaise. Un sentiment que vous ne parvenez pas à identifier. Jung a proposé qu'un trait particulier, un trait souvent caché à la vue de tous, marque cette personne. Il s'agit d'un profond angle mort psychologique qui peut passer inaperçu jusqu'à ce qu'il soit bien trop tard. Dans notre voyage d'aujourd'hui, nous allons explorer les profondes intuitions psychologiques de Jung et découvrir progressivement ce seul signe avant-coureur que vous ne devriez jamais, au grand jamais, ignorer. À la fin, vous pourriez commencer à voir certaines personnes dans votre vie, et peut-être même vous-même, sous un jour très différent. Pour comprendre l'avertissement profond de Jung, nous devons d'abord examiner la carte qu'il a dessinée de l'esprit humain. Il ne le considérait pas comme une entité unique et unifiée, mais comme un territoire complexe, avec à la fois des plaines ensoleillées et des continents sombres et inexplorés. Chacun d'entre nous, soutenait-il, présente une version soigneusement élaborée de lui-même au monde. Il appelait cela la persona. Considérez-la comme le salon à l'étage de votre personnalité. C'est l'espace propre et ordonné où vous recevez vos invités. C'est là que vous exposez vos meilleurs meubles, vos manières polies, vos réalisations professionnelles et vos opinions agréables. C'est la partie de vous conçue pour fonctionner dans la société, pour être aimé, pour être accepté et pour s'intégrer. Mais sous cette surface polie se trouve le vaste royaume, souvent chaotique, de l'inconscient. Et dans la partie la plus profonde de ce royaume, Jung a identifié un élément crucial qu'il a appelé l'ombre. Si la persona est le salon bien rangé, l'ombre est le sous-sol psychologique. C'est l'endroit où nous jetons tout ce que nous jugeons inacceptable chez nous. En tant qu'enfants, nous sommes des observateurs attentifs de notre environnement. Nous apprenons rapidement quels comportements nous valent des éloges, de l'amour et de l'affection, et lesquels entraînent la désapprobation, la punition ou l'abandon. Les traits qui ne correspondent pas au moule acceptable, notre colère brute, notre envie mordante, notre vulnérabilité désordonnée, notre ambition peu féminine ou notre sensibilité peu virile, sont discrètement emportés au sous-sol et enfermés. Avec le temps, nous finissons par nous identifier uniquement aux parties de nous-mêmes qui vivent à l'étage, les parties qui ont mérité l'approbation, tandis que nous désavouons tout le reste. Mais les parties désavouées ne disparaissent pas simplement. Elles attendent. Elles persistent sous la surface, fermentant dans l'obscurité. Elles façonnent nos réactions, nos choix et nos perceptions d'une manière que nous ne reconnaissons pas consciemment. Cette influence silencieuse est ce qui rend l'ombre si importante et si intensément dangereuse lorsqu'elle est laissée inexplorée et méconnue. Ce qui rend l'ombre si puissante, c'est qu'elle n'est pas intrinsèquement mauvaise. C'est simplement la collection de tout ce qui n'est pas vécu en nous. Elle contient nos impulsions primitives, nos peurs les plus profondes et nos désirs les plus égoïstes. Mais elle recèle aussi nos talents refoulés, notre courage inexploité et notre créativité enfouie. Lorsque ces parties ne sont pas affrontées, lorsqu'elles sont privées de lumière et d'air, elles se déforment. Elles ne s'intègrent pas, elles mutent. Une personne qui nie son ombre ne se débarrasse pas de ses défauts. Elle perd simplement le contrôle sur eux. Au lieu de cela, elle projette souvent ses défauts sur les autres, blâmant le monde, ses partenaires ou ses collègues, pour les choses mêmes qu'elle refuse d'affronter en elle-même. Jung considérait cet état de fait comme une bombe psychologique à retardement,
prête à exploser lorsque la pression devient trop forte. En avançant plus profondément, nous devons examiner précisément ce qui se passe lorsque la porte de ce sous-sol n'est pas seulement verrouillée, mais complètement scellée. Lorsqu'une personne nie complètement ses impulsions les plus sombres, ses sentiments ne disparaissent pas. Au contraire, ils se retirent dans l'inconscient, où ils commencent à accumuler une énergie formidable, attendant un moment de faiblesse pour être libérés. Jung a lancé un avertissement sévère qui résonne encore aujourd'hui. Ce qui n'est pas rendu conscient sera vécu comme un destin. En termes plus simples, plus nous refusons de voir nos propres défauts, plus ces défauts contrôleront nos vies en coulisses, dictant nos fortunes et nos malheurs sans notre consentement. L'esprit inconscient n'est pas un conteneur de stockage passif, c'est une force active et dynamique qui recherche constamment l'équilibre. Lorsque des parties du moi se voient refuser l'entrée dans notre conscience, elles ne restent pas dormantes. Elles se transforment, cherchant à s'exprimer par des canaux indirects et souvent destructeurs. Plus ces aspects désavoués sont réprimés, plus leur émergence devient symbolique et irrationnelle. Les cauchemars remplis de figures monstrueuses, les comportements compulsifs qui n'ont aucun sens logique, les peurs irrationnelles de choses inoffensives ou les schémas récurrents d'autosabotage peuvent tous être des signaux du nombre qui essaie désespérément de percer la barrière de la conscience. Jung pensait que plus nous ignorons ces signaux, plus ils augmentent en intensité, poussant l'individu vers une dépression ou une percée. Une personne qui a profondément refoulé son ombre peut apparaître sereine et posée à l'extérieur, un pilier de stabilité. Mais son monde intérieur raconte une histoire bien différente. Avec le temps, cette profonde scission entre le moi extérieur qu'elle présente et la réalité intérieure qu'elle nie crée une immense tension psychologique qui doit trouver une issue. C'est là que nous voyons le concept de la fuite psychologique. Parfois, la pression fait éclater un tuyau, apparaissant comme une explosion émotionnelle soudaine et choquante, qui semble totalement disproportionnée par rapport à la situation. À d'autres moments, la pression se manifeste par un goutte-à-goutte lent et corrosif, s'échappant par un sarcasme constant, un cynisme mordant ou des actes subtils de cruauté masqués en préoccupations utiles. Ces personnes ne comprennent souvent pas pourquoi elles sabotent constamment leurs propres relations, pourquoi elles ressentent une insatisfaction chronique et lancinante de la vie, ou pourquoi elles repoussent les choses mêmes qu'elles prétendent vouloir. La cause profonde est presque toujours la même. Une ombre laissée méconnue, un sous-sol rempli d'énergie refoulée qui mine constamment les fondations de toute la maison. Cette dynamique devient particulièrement dangereuse lorsqu'elle est associée à une illusion particulière. Une illusion que Jung considérait comme l'un des pièges les plus insidieux de la psyché humaine. Les personnes contre lesquelles Jung nous a le plus mis en garde n'étaient pas les personnes ouvertement hostiles, ouvertement agressives ou visiblement troublées. C'étaient celles qui étaient devenues absolument convaincues qu'elles étaient entièrement bonnes. Lorsqu'une personne se considère comme moralement pure, spirituellement élevée ou fondamentalement juste, elle perd souvent l'outil le plus essentiel pour la croissance personnelle, la capacité de réfléchir honnêtement sur son propre comportement. Ce qui rend ce sentiment de supériorité morale si traître, c'est son immunité intégrée à l'autocritique. Une personne convaincue de sa propre bonté justifiera toute action, aussi nuisible soit-elle, en la cadrant à travers le prisme de son identité vertueuse. C'est le terreau fertile où la manipulation est reconditionnée en conseil, où le comportement de contrôle est vendu comme protection, et où même la cruauté pure et simple est expliquée comme un amour vache ou une leçon nécessaire pour le bien de l'autre personne. Leurs actions peuvent sembler éthiques en surface, mais en dessous se cache un agenda caché et inconscient. L'évitement désespéré de leur propre ombre, admettre une erreur, reconnaître un motif égoïste ou reconnaître un moment de cruauté reviendrait à briser l'image parfaite qu'elles se sont construites. C'est une identité si fragile qu'elle doit être protégée à tout prix, même au prix de la vérité et du bien-être des autres. Jung pensait que plus une personne s'accroche à une identité de pure vertu, plus elle est susceptible d'agir inconsciemment à l'opposé, précisément parce qu'elles ont enfoui toute conscience que des traits comme la cupidité, l'envie ou la tromperie existent en elles. Ces traits ont toute latitude pour opérer dans l'ombre,
sans être contrôlé par la moralité consciente. Cela crée une personne capable de faire beaucoup de mal, non pas par malice, mais par un aveuglement profond et inébranlable à son propre monde intérieur. Elles brandissent un miroir poli qui ne reflète que leur image fabriquée de bonté. Elles sont tellement fixées sur ce reflet parfait qu'elles sont complètement aveugles à la vaste pièce sombre de l'ombre qui se trouve derrière elles. Considérez le gourou spirituel qui prêche l'amour et l'acceptation universelle à ses disciples, mais qui est connu pour être émotionnellement abusif et tyrannique envers son cercle intime. Il ne voit pas la contradiction. Dans son esprit, sa dureté est un outil d'illumination. Sa colère est un feu sacré pour purifier les autres. Il ne ment pas au sens conventionnel du terme. Il est absolument convaincu de sa propre justice. Et cette conviction est précisément ce qui le rend si dangereux. Alors, quel est le fil invisible qui relie tous ces schémas de comportement dangereux? Jung nous a donné une réponse effroyablement simple. Selon Carl Jung, le signe le plus dangereux chez une personne est l'absence totale de conscience de l'ombre. Lorsqu'une personne refuse d'admettre sa propre capacité à mal agir, lorsqu'elle se considère sincèrement comme incapable de colère, de cruauté, de jalousie ou de tromperie, elle devient vraiment imprévisible et par conséquent, vraiment dangereuse. Ce n'est pas la présence de l'obscurité qui fait d'une personne une menace, c'est le déni de celle-ci. Les personnes qui reconnaissent leurs propres défauts, qui peuvent dire « j'ai un tempérament que je dois surveiller » ou « je peux être égoïste parfois », sont souvent beaucoup plus dignes de confiance. Elles sont dignes de confiance parce qu'elles sont conscientes de leur potentiel à causer du tort et peuvent donc prendre des mesures conscientes pour l'éviter. Elles naviguent dans leur vie avec une carte complète de leur propre personnalité, y compris les territoires dangereux. Mais ceux qui croient n'avoir aucune ombre, ceux qui insistent sur le fait qu'ils n'ont pas de tels territoires dangereux en eux, naviguent les yeux bandés. Ils sont aveugles à leur propre comportement. Ils justifieront tout ce qu'ils font, rationaliseront tout ce qu'ils disent et laisseront derrière eux un sillage de confusion et de douleur, sans jamais comprendre le rôle destructeur qu'ils ont joué. Du point de vue de Jung, ce n'est pas seulement un défaut psychologique. C'est une forme d'aveuglement spirituel, une profonde déconnexion de la totalité de l'expérience humaine. Pour mieux comprendre cela, pensez à deux capitaines de navires partant en mer. Le premier capitaine est profondément conscient de son navire. Il sait qu'il a une légère traction vers la gauche, que l'un des moteurs peut surchauffer lors de longs voyages et qu'il y a des angles morts spécifiques depuis le pont. Parce qu'il connaît les faiblesses de son navire, c'est un capitaine sûr. Il compense la traction, il surveille le moteur et il poste des guetteurs supplémentaires pour couvrir les angles morts. Le deuxième capitaine, cependant, insiste sur le fait que son navire est parfait. Il refuse d'entendre les rapports faisant état de défauts. Pour lui, son navire n'a ni angle mort ni faiblesse. Quel capitaine est le plus dangereux? C'est bien sûr le deuxième. Son arrogance et son aveuglement face aux limites de son propre navire font de lui une catastrophe qui ne demande qu'à arriver. Il naviguera directement dans une tempête qu'il refuse de voir, blâmant l'océan ou la météo lorsque la catastrophe frappera. Les gens sont les mêmes. La personne qui est consciente de ses angles morts internes est le capitaine sûr. La personne qui insiste sur le fait qu'elle est irréprochable est celle dont vous devez vous méfier, car elle navigue dans la vie avec une ignorance dangereuse et méconnue de sa propre nature. Elle ne se contente pas de causer du tort. Elle cause une profonde confusion. Leurs victimes se retrouvent souvent à remettre en question leur propre santé mentale, se demandant si ce sont elles qui sont vraiment en faute. Car comment une personne aussi bonne pourrait-elle être responsable d'une telle douleur? Alors que nous terminons notre exploration, revenons à l'image de cette pelouse parfaitement entretenue. La sagesse de Jung nous enseigne à nous méfier, non pas des jardins sauvages et envahis par la végétation où les mauvaises herbes sont visibles de tous, mais du tapis vert impeccable, car nous ne savons jamais ce qui se trouve enfoui juste sous la surface. Son intuition la plus profonde est un outil pratique pour naviguer dans les complexités des relations humaines. C'est un appel à regarder au-delà de la surface, au-delà de la persona charmante et des affirmations de bonté inébranlables. Ainsi, la prochaine fois que vous rencontrerez quelqu'un qui semble trop beau pour être vrai, quelqu'un qui insiste sur le fait qu'il est toujours gentil, toujours moral et toujours dans le vrai,
Faites simplement une pause. Ne cherchez pas les fissures dans leur façade. Remarquez plutôt l'absence totale et complète de celle-ci. Cette surface parfaite et intacte est le véritable avertissement. Demandez-vous, que ne voient-ils pas en eux-mêmes? Quelle partie de leur humanité ont-ils enfermée au sous-sol? La réponse à cette question pourrait bien vous protéger. Mais peut-être plus importante encore, ce voyage dans la psychologie des autres nous ramène inévitablement à notre propre porte. Nous devons tourner cette lentille vers l'intérieur. N'ayez pas peur de faire un voyage dans votre propre sous-sol psychologique. Ouvrez la porte, allumez la lumière et regardez ce que vous y avez stocké. Reconnaître votre ombre, votre colère, votre envie, votre peur, n'est pas un acte d'autocritique. C'est l'acte ultime de conscience de soi, de courage et de force. Il s'agit de devenir une personne entière, pas seulement une bonne personne. Car ce n'est qu'en comprenant l'ensemble de notre propre jardin, les mauvaises herbes comme les fleurs, que nous pouvons vraiment et authentiquement grandir. Le but n'est pas d'éliminer l'ombre, ce qui est impossible, mais de l'intégrer, de faire sortir son énergie de l'obscurité et de la faire entrer dans la lumière de la conscience, où elle peut être comprise et utilisée à des fins constructives. Les personnes les plus sûres au monde ne sont pas celles qui marchent uniquement dans la lumière, mais celles qui ont courageusement exploré leurs propres ténèbres et ont appris à s'y retrouver.